Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui est intitulé Métaux critiques, moteur de la transition énergétique et défis à surmonter. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une discussion autour d'un sujet à la croisée de plusieurs enjeux majeurs, l'innovation technologique, la géopolitique mondiale et la durabilité environnementale. Brièvement, avant de commencer, je souhaite, avant de commencer la présentation de la T2E en quelques planches et puis d'introduire le sujet, je voulais aborder quelques points logistiques. Ce webinaire durera 1h20, 1h30. Nous vous invitons à poser vos questions dans l'espace chat tout au long des interventions et nous les regrouperons pour une session dédiée de questions-réponses à la fin du webinaire. Le replay sera disponible dans quelques jours pour les gens qui ont pris la peine de s'inscrire. Alors, la T2E en quelques mots, donc d'abord centrée sur l'économie d'énergie et l'efficacité énergétique, qui reste au cœur des métiers qui constituent le premier pôle de la T2E. L'association a progressivement pris en compte les enjeux environnementaux liés à l'énergie, la pollution atmosphérique, et puis l'effet de serre et le climat, avec la formation d'un second pôle d'activité qui est tout aussi important que le premier et qui repose sur le même principe de démarche technique. Aujourd'hui, le premier pôle regroupe les activités relatives à l'efficacité énergétique, avec le département maîtrise de l'énergie, qui a une communauté de référents énergie, les clubs certificats d'économie d'énergie et le club cogénération, et puis 4 programmes nationaux, 2 autour du bâtiment avec Oscar pour l'accès aux aides auprès des artisans, et puis FIBAT pour la formation des acteurs du bâtiment. Et aussi 2 programmes nationaux plutôt tournés vers l'industrie, avec ProRefeil pour la formation des référents en industrie et ProSMEN pour la promotion d'un système de management de l'énergie. Tout ça dans le cadre d'un programme d'accompagnement des industriels dans la transition énergétique. La T2E se veut un lieu d'information, de concertation et de proposition. L'association est ouverte à tous les acteurs concernés par ce sujet, qu'ils soient des personnes morales ou physiques, privées ou publiques. Et en outre, nous disposons de 11 délégations régionales qui démultiplient l'action sur le terrain et qui permettent de faire remonter les préoccupations et les retours d'expérience. Aujourd'hui, l'association compte 2600 adhérents et édite une revue bimensuelle d'information intitulée Énergie Plus. En Occitanie, c'est près de 200 adhérents avec un bureau à Toulouse dont la déléguée est Cindy Sender. Un programme 2024 plutôt varié avec une date à venir, le 4 décembre prochain, où nous serons présents à la journée Jeux des Carbones à Toulouse auprès des équipes de l'ADEME. Alors, sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de contextualiser un petit peu ce sujet qu'on vous propose aujourd'hui. Nous vivons une période cruciale pour l'avenir de notre planète. La transition énergétique, en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles, est au cœur de la lutte contre le changement climatique. Notre dépendance, cette transition repose sur un paradoxe souvent méconnu, Elle nécessite l'exploitation massive de métaux critiques, tels que le lithium, le cobalt, le nickel ou même les terres rares. Ces métaux critiques sont essentiels à des technologies comme les batteries des véhicules électriques, les éoliennes ou encore les panneaux solaires photovoltaïques. Ces métaux sont qualifiés de critiques car leur approvisionnement est soumis à des risques élevés, liés souvent à leur rareté géologique, leur concentration géographique dans certaines régions du monde et les défis technologiques ou géopolitiques qui entourent à la fois leur extraction et leur transformation. Sans ces matériaux, nos ambitions de neutralité carbone pour 2050 seraient presque impossibles à atteindre. Mais cette dépendance croissante soulève de nombreuses questions. Comment sécuriser l'approvisionnement en métaux critiques face aux tensions géopolitiques? Quels sont les impacts environnementaux et sociaux de leur extraction? Comment développer des solutions plus durables comme le recyclage ou l'innovation technologique pour réduire notre dépendance à l'extraction primaire? Pour répondre à ces questions, nous avons rassemblé aujourd'hui un panel d'experts au profil variés qui nous aideront à explorer ces enjeux sous différents angles.
technologiques, de politique environnementale et industrielle notamment. Permettez-moi de présenter nos intervenants aujourd'hui. Marie Sauve, qui nous expliquera, Marie Sauve est ingénieure impact environnementaux des énergies renouvelables à l'ADEME. Elle nous expliquera le rôle des métaux critiques dans les technologies vertes et les défis techniques qu'ils posent pour l'innovation. Ensuite interviendra Paul Nothomb, qui abordera les dynamiques géopolitiques et des stratégies pour sécuriser l'approvisionnement, pour l'étant analyste des marchés et des ressources minérales au Bureau régional de géologie minière. Capucine, chercheuse en sciences politiques au BRGM aussi, se penchera sur les impacts environnementaux et sociaux de l'extraction de ces métaux critiques et elle abordera aussi les pistes pour rendre cette industrie un peu plus responsable. Et enfin, Thibaut Michel, chercheur au Centre Énergie et Climat de l'Institut français des relations internationales, explorera les solutions offertes par le recyclage et l'économie circulaire. Chacun d'entre eux apportera un éclairage unique sur ces questions essentielles. Sans plus attendre, passons à notre première intervention. Pour commencer, nous allons explorer le rôle central des métaux critiques dans les technologies vertes et comprendre pourquoi ils sont si indispensables à la transition énergétique. Marie Sauve, à vous la parole. Merci Hassen. Eh bien, lors de ma présentation, je vais vraiment vous faire une introduction au sujet des métaux critiques dans le secteur des énergies renouvelables. Donc, ma présentation se passe en quatre points. D'abord, je vais vous présenter quels sont les différents métaux utilisés pour les ENR. On verra quelle est la différence entre un métal critique et un métal stratégique, et d'ailleurs aussi un métal rare. Ensuite, je vous parlerai des exercices d'évaluation des besoins en métaux pour la transition énergétique, qui est un exercice assez compliqué. Et ensuite, je ferai une petite transition avec les présentations suivantes. Donc, on passe d'abord avec quels métaux pour les ENR. Donc, je ne parle pas uniquement de métaux d'ailleurs, mais on va commencer avec le photovoltaïque. Donc, ça va être une petite liste un peu à chaque fois des différents éléments qui sont présents dans chaque secteur. Donc, pour le photovoltaïque, on trouve bien sûr du silicium, qui est en France la technologie principale de fonctionnement du photovoltaïque. Il y a de l'aluminium et du cuivre qui peuvent servir donc aux connexions et également au cadre du panneau. L'argent, qui est le métal qui fait le principal valeur économique du panneau et sa raison aujourd'hui de recyclage principal. Et je parle également du béton puisque on utilise du béton pour fixer les panneaux au sol et que parfois la fourniture en béton peut être problématique également. Ensuite, pour la technologie, alors hop, ça passe pas, ça passe tout vite. Alors, pour la technologie éolienne, alors du coup, il y a beaucoup d'acier, beaucoup d'acier dans une éolienne. Et pour l'éolien en mer, il y a une technologie qui est la plus répandue, qui nécessite des aimants permanents. Et dans ces aimants permanents, il y a ce qu'on appelle des terres rares. Donc, les terres rares, c'est, je crois, 17 éléments différents. Et dans les aimants permanents pour les éoliennes, on utilise principalement 3 terres rares qui sont le dysprosium, le néodyme et le praséodyme. Il y a également beaucoup de cuivre pour faire les connexions entre éoliennes et aller jusqu'au réseau, que ce soit en mer ou terrestre. Le cuivre ou de l'aluminium d'ailleurs. Et bien sûr, du béton. On retrouve là notre enjeu béton. Le développement des ENR est lié également à du stockage par batterie. Alors, ça concerne les technologies des véhicules électriques, mais également des unités de stockage qui se déploient sur le réseau électrique. Et donc là, on a des métaux qui sont totalement différents de ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant pour l'éolien ou le photovoltaïque.
On a donc du nickel, du lithium, du cobalt, du manganèse, du graphite, qui sont vraiment spécifiques au stockage. Et on a le cuivre et l'aluminium qui, par contre, sont communs avec nos technologies qu'on avait vues juste avant. Pour l'hydrogène, hein, qui est également une technologie qui se déploie pour le stockage de l'énergie ou la mobilité, on a encore deux éléments qui sont spécifiques à la technologie éolienne dans le domaine de l'énergie, bien sûr, qui sont le platine et le vanadium, et des technologies, des métaux qui sont communs avec les autres technos, le cuivre, l'acier et l'aluminium. Et enfin, il faut bien faire communiquer tout ça. Ça se passe par le réseau électrique. Et donc, le réseau électrique est très gourmand en aluminium, en cuivre, un petit peu en acier et en béton. Voici la petite liste. Il manque le rare à gauche qui a disparu, mais c'est pas grave. Donc, quelle est la différence entre un métal rare, un métal critique et un métal stratégique? Vraiment, il faut faire très attention au vocabulaire qu'on utilise parce que ce sont trois termes très différents. Un métal qui est rare, c'est un métal qui a une faible disponibilité dans la croûte terrestre. Et ce n'est pas le cas des terres rares, bien que leur nom soit un peu trompeur. Et un métal rare est différent d'un métal critique, puisqu'un métal critique est un métal qui a une propriété remarquable, qui a un impact industriel et économique fort, et qui pose problème si on a un problème d'approvisionnement. Et un métal stratégique, c'est un métal qui est indispensable à la défense, la politique ou à l'économie ou à l'énergétique d'un État. Donc parfois, un métal peut être critique et stratégique, mais attention, les deux mots sont quand même différents. Alors, ça, c'est une plus longue liste qui n'est pas nécessaire d'apprendre par cœur, mais c'est la liste des matières critiques qui ont été listées dans le cadre de l'Union européenne qui a fait une réglementation sur des matières critiques. Et donc, voici toute la liste qui est en annexe de cette réglementation. Et ce que je voulais vous mettre en exergue par cette liste, c'est que toutes celles qui sont en rouge sont nécessaires pour les énergies renouvelables et le réseau. Je développe pas plus cette réglementation parce qu'elle va être un petit peu plus développée par Paul ensuite. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on a beaucoup de ressources sur savoir est-ce que le métal est critique, est-ce qu'il est stratégique, pourquoi, dans quel usage il est. Et tout ce travail est fait par le BRGM qui alimente le site Minéral Info. Donc, vous trouverez des fiches de criticité et des monographies par métal. Ce que vous pouvez trouver aussi comme image, donc là c'est une capture d'écran 1 de Minéral Info. Vous pouvez voir la liste cobalt, cuivre, dysprosium avec des petits icônes qui vous indiquent dans quel secteur peuvent être utilisés ces métaux. Et la monographie, c'est celle-ci. Donc, elle vous permet d'évaluer l'importance stratégique d'un métal versus son risque d'approvisionnement. Et là où vous pouvez voir le cuivre, donc le cuivre qui est tout en haut là, et donc on peut voir qu'il a une importance stratégique très forte et un risque d'approvisionnement qui est considéré entre faible et moyen. Donc ça, vous pouvez le retrouver pour tous les métaux sur le site de Minéral Info. Alors, est-ce que ça passe? Diapo, voilà. Maintenant, je voulais passer à l'évaluation des besoins pour la transition énergétique. Donc, on a des scénarios énergétiques qui sont présentés assez largement par différentes institutions, dont l'ADEME. Et à partir de ces scénarios énergétiques, on peut évaluer quels sont les besoins en matière que l'on a pour les réaliser. Et donc, évaluer des criticités pour des approvisionnements de certaines matières. Et pour évaluer ces besoins en matière, il y a une variété de possibilités qui existent. Il y a donc des modèles qui sont dits bottom-up, c'est-à-dire que l'on prend un panneau photovoltaïque,
on voit ce qu'il y a dedans et donc on estime que pour installer tant de panneaux photovoltaïques, il faut tant de matière. Mais c'est un exercice qui est très compliqué puisqu'on ne peut pas avoir les évolutions technologiques. Enfin, il faut prédire des évolutions technologiques qui peuvent être compliquées et puis le recyclage aussi. Il y a aussi une autre possibilité qui est des utilisations de modèles macroéconomiques. Et donc, avec ces modèles macroéconomiques, on peut avoir plein de modèles différents, des modèles qui s'appellent des modèles entrée-sortie, des modèles qui sont basés sur le PIB, des modèles qui sont hybrides et encore plein d'autres. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de valeurs différentes sur les besoins en matière pour la transition énergétique. Vous pouvez voir sur cette diapositive qu'il y a plein d'instituts qui travaillent sur différents modèles. Donc, l'ADEME travaille et sur des modèles bottom-up et sur des modèles macroéconomiques. Mais il y a aussi le CNRS, le laboratoire ISTER ou l'IFPEN qui travaillent sur d'autres types de modèles. Donc, je vais faire la transition parce que j'arrive au bout de ma présentation avec les présentations suivantes qui sont comment diminuer notre dépendance dans toutes ces matières. Donc, il y a l'innovation qui est très importante. Elle permet vraiment, elle est vraiment moteur sur la diminution de la dépendance. Donc, on a des technologies éoliennes sans terres rares. Il y a eu donc des quotas qui ont été mis sur les expéditions de terres rares par la Chine en 2011, il me semble. Et donc, ça a développé énormément l'innovation sur la technologie éolienne sans terres rares. Il faut noter aussi que grâce à l'innovation, on a pu diminuer la quantité de silicium pour le photovoltaïque de plus de 300% en 15 ans. Et on a également d'autres technologies photovoltaïques qui ne sont pas sans silicium, enfin qui ne sont pas avec du silicium, mais qui ont d'autres inconvénients. Ensuite, pour diminuer notre dépendance, là c'est passé vraiment trop loin. Pardon. On arrive directement à la présentation de Paul. Je vous remercie Marie-Saude, merci beaucoup d'avoir souligné l'importance des métaux critiques dans les technologies vertes. Maintenant, si on parle d'approvisionnement, quelles sont les dynamiques géopolitiques qui influencent justement cette chaîne d'approvisionnement? Paul Nothomb, pourriez-vous nous en dire plus sur la façon dont ces enjeux géopolitiques impactent finalement la sécurité d'approvisionnement des métaux critiques? Alors oui, donc pour faire la transition avec la précédente partie, je vais faire une précision. Donc, on a vu qu'il y avait des besoins en métaux, en ressources minérales pour la transition énergétique. Mais ce que je voulais souligner en introduction, c'est qu'on a aussi des besoins en ressources minérales, en métaux critiques pour la transition numérique. Et peut-être même doublé puisque donc on a besoin de métaux pour fabriquer tous les appareils qu'on utilise dans le numérique, mais aussi on va avoir besoin d'encore plus d'énergie pour faire fonctionner tous ces appareils numériques. Donc évidemment, on aura aussi besoin encore plus d'ENR pour alimenter en électricité tous ces appareils numériques. Donc ce qu'on peut voir sur le tableau périodique sur la gauche, c'est l'ensemble des éléments dont on a besoin en vert pour la transition numérique, en vert pour la transition numérique et en bleu pour la transition énergétique. Donc, on va voir qu'on a besoin pour les différentes technologies de quasiment l'ensemble des éléments qu'on connaît. Et on peut voir aussi qu'il y a certaines substances qui sont à la fois utilisées dans des technologies de la transition énergétique et dans la transition numérique. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est le graphe sur la droite. Donc c'est une étude des Nations Unies qui montre l'évolution de nos besoins en matériaux naturels à horizon 2060. Le x1,5, c'est un scénario où même si on arrive à créer un monde, je dirais, le plus optimisé possible en matière de consommation, on aura quand même besoin de plus de matière qu'on consomme aujourd'hui. Et ça, c'est porté par le développement économique des pays. Donc, on a les transitions énergétiques et numériques et globalement, en fait, le développement économique des pays. Donc, on va avoir une augmentation de la demande en quantité.
On va avoir une augmentation de la demande avec une diversité de substances. On utilise toujours de plus en plus de substances différentes et on recherche aussi des substances de plus en plus pures ou de plus en plus complexes à produire. Donc, à partir de ce constat, on va avoir des conflits d'usage, des luttes pour les approvisionnements. Donc là, c'est plutôt du côté des pays consommateurs. Et on va aussi avoir des enjeux économiques, donc à la fois du côté des pays consommateurs que des pays producteurs qui veulent évidemment tirer parti des ressources qu'ils ont dans leur sol. Donc, c'est des besoins en métaux ou en ressources minérales qui vont concerner tous les pays dans le monde. Est-ce que j'ai la main? Non, j'ai pas l'impression que je peux. Si on peut passer. Oui. Je sais pas si. Peut-être les filles, peut-être. Ah, voilà. Ah, voilà. Donc, déjà, je vais repartir d'une définition, la définition d'une chaîne de valeur. Donc, en fait, pour produire les objets du quotidien, les produits qu'on utilise tous les jours, on va avoir toutes des étapes donc, de transformation d'une matière première minérale. Donc, on parle d'extraction minière, de laquelle on va ressortir un minerai. Ensuite, ce minerai, on va le traiter pour produire un concentré de métaux, de substances ou autres. Ensuite, on va avoir des transformations métallurgiques ou chimiques qui vont nous permettre d'obtenir un produit semi-fini. Donc là, on imagine par exemple un lingot, une tôle d'aluminium ou autre. Et ensuite, ces produits semi-finis, on va les utiliser, on va encore les transformer pour produire les produits du quotidien. Donc ça peut être une voiture, un téléphone ou autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'approvisionnement primaire. Et en parallèle de tout ça, on a aussi le recyclage, donc c'est-à-dire on repart d'un produit de consommation en fin de vie qu'on retransforme en produit semi-fini. Aujourd'hui, la réalité des chaînes de valeur, c'est que c'est des chaînes de valeur qui sont mondialisées avec la production minière qui se fait à un endroit. Si je prends par exemple le lithium pour une batterie de voiture électrique, on peut avoir du lithium qui est produit en Australie ou en Amérique du Sud, notamment au Chili. Ensuite, on va avoir la transformation, donc production des éléments de la batterie, les cellules, qui peut se faire par exemple en Asie, pour ensuite faire un véhicule qui sera utilisé sur le marché européen. Donc là, une petite anecdote, c'est voilà, le lithium qui est utilisé dans les voitures électriques, il a déjà fait en fait 50 000 km avant même de commencer avant même que la voiture commence à rouler. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ces chaînes de valeur qui sont éclatées dans le monde entier avec certains pays qui maîtrisent plus ou moins certaines étapes. Voilà. Donc le premier constat, c'est qu'on a une inégale répartition des ressources. Donc là, on est plutôt d'un point de vue géologique. Faut prendre la Terre. Nous, on va exploiter juste la partie de surface, donc ce qu'on appelle la croûte terrestre. Au début, donc, on avait une répartition moyenne des différents éléments chimiques, donc tous ceux que je vous ai cités avant dans le tableau périodique. On va avoir des mouvements géodynamiques qui vont faire que à certains endroits, par exemple dans des zones de volcanisme, dans des zones zones de volcanisme ou autres, on va avoir des concentrations anormales dans ces substances, ce qu'on va appeler un gîte minéral. Et une fois qu'on a fait une étude de technico-économique de faisabilité, on va pouvoir définir des gisements avec des réserves. Des réserves, en fait, ce sont des gisements dans lesquels on a évalué le volume de matière qui pourrait être disponible, ou du moins qu'on peut exploiter et que ça soit économiquement rentable. Donc, à partir de là, on connaît les réserves qu'on a un peu partout dans le monde. C'est la carte qui est sur la droite et on voit qu'on a une inégale répartition des réserves dans le monde en fonction des substances. Alors là, c'est peut-être un peu petit, mais voilà, il y a quelques pays qui portent beaucoup de réserves. On peut aussi observer que dans certains pays, on n'a absolument pas de connaissance de réserves ou très peu. Donc là, ça s'explique non pas d'un point de vue pas forcément géologique, il peut aussi y avoir des raisons économiques, c'est-à-dire qu'on peut chercher dans ces pays s'il y avait des réserves ou des ressources. C'est le cas, par exemple, en Afrique, au Moyen-Orient, même si c'est de moins en moins vrai, parce qu'aujourd'hui, ces pays-là développent leur secteur minier. Donc, un premier constat, c'est une inégale répartition des ressources. À partir de là, on va avoir une inégale répartition, des productions. Si on peut passer. Voilà, une égale répartition des productions. Donc là, j'ai pris deux exemples. L'exemple de la production minière, donc du cobalt
On peut voir donc dans le graphique en dessous, en 2022, 70% du cobalt, enfin de la production minière de cobalt venait de RDC, donc République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'on a le plus gros gisement mondial qui est dans la zone qu'on appelle la Copper Belt et qui a des teneurs donc 10 fois supérieures aux autres gisements mondiaux. Donc évidemment, donc à partir de là, on peut comprendre que l'exploitation de ce gisement sera plus facile et plus intéressante économiquement que dans d'autres endroits du monde. Et donc c'est pour ça que la RDC produit la majorité du cobalt dans le monde. Un autre exemple, c'est sur la transformation pour la fabrication de panneaux solaires. Donc, on en a parlé juste avant dans les énergies renouvelables. On a besoin de silicium. Et ici, donc, chaque étape de fabrication du panneau solaire, donc on part du silicium métal qu'on transforme en polysilicium, en lingots, en wafer, en cellules, jusqu'à obtenir des modules. Et en dessous, le camembert, c'est la part de la Chine en bleu dans la production à chaque étape de la chaîne de valeur. Donc, on peut voir que sur certaines étapes, la Chine maîtrise à plus de 3/4 ou voire même 95% de la production à différentes étapes. Donc voilà, la chaîne d'approvisionnement, c'est la succession d'étapes. La Chine, c'est le premier producteur minier et ou métallurgique pour plus d'une trentaine de matières premières minérales. Donc, on a la Chine qui domine vraiment la partie transformation. Il y a d'autres problématiques, d'autres difficultés sur les marchés des ressources minérales, comme les fortes variations des cours ou certains pays comme la Chine, justement, ou dans d'autres pays asiatiques, qui en fait empêchent ou limitent le développement industriel des chaînes de valeur dans d'autres pays. On peut le voir aujourd'hui dans les actualités avec les projets d'installation de gigafactories de batteries en Europe qui ralentissent ou qui sont retardés en raison des coûts de production européens. Bien qu'on passe, voilà. Donc un autre constat, c'est que la production minière baisse en Europe, enfin augmente partout dans le monde, sauf en Europe. Donc quelle est la conséquence de ces trois premiers constats que j'ai faits? Si on peut passer, ça va être que l'Europe est dépendante aux importations pour la matière qu'elle consomme. Ici, donc c'est une carte qui représente en fait toutes les importations de l'Europe, enfin l'origine de toutes les importations de l'Europe, et on peut voir que l'Union européenne est dépendante aux importations à plus de 50% pour une vingtaine de substances. On importe par exemple 78% du Chili qu'on consomme, du lithium qu'on consomme depuis le Chili, 70% des platinoïdes depuis l'Afrique du Sud, 70% du cobalt depuis la RDC et 99% des terres rares qu'on consomme depuis la Chine. J'ai pris un autre exemple, si on parle sur un produit comme une éolienne. Donc là, bon, c'est schématique, mais c'est pour montrer que sur la partie matières premières, c'est la Chine qui produit ces matières premières nécessaires à la fabrication des éoliennes. Ensuite, sur les étapes d'après, donc par exemple la production de produits semi-finis, on a encore la Chine qui domine. Même chose pour les composants, encore qu'on commence à voir l'Union européenne apparaître qui fabrique certains types de composants. Et finalement, il n'y a qu'au moment de l'assemblage où l'Union européenne représente une grosse part, puisque c'est évidemment là qu'on va installer aujourd'hui les éoliennes. Et on a vu que les actuelles récentes ont montré du coup l'importance de sécuriser nos approvisionnements parce qu'on dépend de pays. Donc, quand on a des problématiques ou des relations qui se tendent, et comme on en a de plus en plus avec ces pays, on peut avoir des risques, voire des arrêts d'approvisionnement. Donc, j'ai pris l'exemple ici du début de l'invasion, enfin de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en 2022. Il y a beaucoup d'industriels européens et globalement au niveau européen, on s'est rendu compte qu'on dépendait de la Russie pour beaucoup de matières. Sur la droite, c'est notre dépendance à la Russie, donc en moyenne entre 2012 et 2016, qui date un peu, mais qui était toujours plus ou moins d'actualité en 2022. On pouvait voir que sur certaines substances, comme le titane ou le nickel, on dépendait à plus de 30% de la Russie pour nos approvisionnements. Donc, on se doute bien qu'au début de la guerre, on pouvait se poser des questions, de se dire, si on n'a plus accès à ce marché russe, comment on va faire pour utiliser notre titane dans nos équipements aéronautiques ou militaires.
La guerre en Ukraine, ce n'est pas le premier événement géopolitique. Il y en a eu d'autres. La crise Covid qui a perturbé les chaînes logistiques. Le blocage du canal de Suez, de la même façon, ça a perturbé les chaînes logistiques. La crise des terres rares en 2010-2011. Et demain, on pourrait se demander quelle pourrait être la conséquence d'une crise entre les États-Unis et la Chine autour de Taïwan pour tous nos approvisionnements et en particulier le marché des semi-conducteurs, dont Taïwan en produit une bonne partie. Si on peut passer. Voilà. Et donc maintenant qu'on a fait tous ces constats de dépendance et de risque, il faut dans un premier temps donc connaître sur quelle matière portent les criticités. Donc c'est ce qui a été évoqué par Marie juste avant, donc la connaissance des criticités, donc une liste qui a été établie par l'Union européenne, le CRM Act. Donc avec des méthodologies qui varient un peu. Nous, au BRGM, on a développé une méthodologie d'évaluation de la criticité qui se base sur l'identification des aléas, donc c'est-à-dire identifier les écarts potentiels entre l'offre et la demande, les principales vulnérabilités d'une chaîne d'approvisionnement et donc, principale vulnérabilité, ça peut être par exemple, quel serait l'impact d'une rupture d'approvisionnement sur l'économie derrière ou sur la production de voitures électriques ou autres. Et c'est les capacités à répondre à un aléa, c'est-à-dire quelles solutions on a déjà mis en place. Donc, à partir de tout ça, on a plusieurs indicateurs qui nous permettent du coup d'évaluer une criticité comparative entre les différents éléments. Évidemment, tous les pays dans le monde, beaucoup de pays dans le monde ont fait ces analyses de criticité. Et sur la droite, on peut voir qu'il y a beaucoup de matières, de substances qui sont critiques pour tout le monde. Alors, pas toutes, mais en fonction de la position de qui consomme quelle matière, qui en produit, on va avoir des substances qui vont être critiques pour à la fois la Chine, à la fois les États-Unis, à la fois l'Union européenne. Et du coup, les pays vont se battre pour avoir ces substances. Voilà, j'ai pris l'exemple de la stratégie des pays producteurs avec donc la Chine qui domine le marché de la production. La Chine, évidemment, veut garder son monopole, son avantage stratégique sur la production des terres rares. Et pour cela, elle met en place, on l'a vu régulièrement depuis plusieurs années, des restrictions aux exportations. Donc, ça peut être des restrictions aux exportations de matières premières, voire des restrictions de technologie. Donc là, en l'occurrence, en décembre 2023, la Chine a mis en place des exportations de restrictions de brevets pour en fait empêcher les autres pays, donc l'Union européenne ou autres, à développer leurs propres usines de transformation ou de production d'oxyde de terre rare qui vont être utilisées donc, dans les véhicules électriques, dans des équipements militaires ou dans les éoliennes comme on a vu tout à l'heure. On observe les mêmes choses d'autres pays producteurs. J'ai pris le cas de l'Indonésie qui, elle, a interdit il y a quelques années l'exportation de minerais de nickel. Mais eux, c'est pour promouvoir du coup le développement de leur filière des aciers inoxydables dans leur pays. Parce qu'avec le nickel, on produit des aciers inoxydables. Et donc l'Indonésie a dit, plutôt que vendre du nickel, du minerai de nickel, on va plutôt chercher à garder notre minerai de nickel, à le transformer sur place et vendre des aciers inoxydables donc à plus haute valeur ajoutée. Donc évidemment, ça met en tort, ça pose des problèmes de concurrence avec des acteurs des aciéries européennes, par exemple. Voilà, donc nous, quelles solutions avons-nous? Donc, avons-nous face à ces constats? Donc, les solutions qu'on a, j'en ai pris quelques-unes. Il y en a déjà qui ont été évoquées avant et d'autres qui seront développées après. Donc, je vous ai parlé de la sécurisation de nos approvisionnements. Donc, ça passe par de la réindustrialisation, des partenariats stratégiques, par exemple, avec des accords commerciaux avec des pays producteurs comme le Canada, le Chili, l'Australie. Ça peut être la mise en place de stocks stratégiques, en particulier pour les besoins de défense ou autres, et de se dire, voilà, on a 6 mois ou 1 an de stock qui nous permettrait de maintenir une production si l'approvisionnement venait à manquer. Il y a évidemment un point important pour réduire la demande, c'est la sobriété. Donc, tout simplement, réduire la demande en consommant moins, en ayant une consommation responsable, en réfléchissant à l'éco-conception des produits, des voitures ou autres, réutilisation du matériel. Et le recyclage. Le recyclage qui sera développé juste après par Thibaut. Voilà, dans une société où on a une consommation qui est croissante, le recyclage ne suffit pas à alimenter une alimentation croissante. De même qu'on ne peut pas aujourd'hui recycler des batteries de véhicules électriques d'il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de batteries électriques, de véhicules électriques. Tout ça pour préciser que voilà, le recyclage, c'est un élément de solution qu'il faut qu'on développe,
qui est très important, mais dans le système actuel, il faut d'autres solutions. Une dernière solution que j'évoque, c'est des substitutions technologiques. Donc, pareil, ça a été évoqué par Marie, c'est le remplacement d'une technologie par une autre. C'est-à-dire que là, j'ai pris l'exemple des terres rares. Quand il y a eu la crise des terres rares en 2010-2011, on n'avait plus accès on avait une vulnérabilité à la production, pour la production d'aimants permanents. Donc, les industriels européens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, si on peut plus avoir d'aimants permanents, on développe des nouvelles technologies dans lesquelles on n'a plus besoin de terres rares, comme les moteurs à bobine de cuivre ou induction qui ont été développés par Renault ou BMW, ou des rotors éoliennes qui font appel à des aimants à induction et non pas des aimants permanents dans le secteur éolien. Ouais. Donc, au niveau européen, c'est la mise en place. Donc, les solutions qu'on a, c'est au niveau européen, c'est la mise en place d'une stratégie européenne, donc le CRM Act, qui est donc un ensemble d'actions qui a été mis sous forme de loi, qui vise à garantir à l'Union européenne un approvisionnement sûr et diversifié, abordable et durable. Donc, c'est important, c'est le point qui sera développé par Capucine en matières premières essentielles. C'est ça, c'est des objectifs qui ont été fixés, c'est de se dire, voilà, on va extraire 10% de la matière qu'on consomme sur le territoire, on va transformer, on va transformer 40% de notre matière sur le territoire européen, on va développer le recyclage. Et si on peut revenir juste avant. Et donc dans les faits, en fait, ça va être des outils qui vont permettre, qui vont créer du coup, qui vont être utilisés. Donc on va simplifier. Enfin, l'Union européenne va vouloir simplifier les procédures administratives, va soutenir financièrement des nouveaux projets, soutenir l'élaboration, par exemple, de programmes d'exploration sur le territoire européen pour identifier où sont nos ressources et nos substances dans notre sous-sol, coordonner des stocks stratégiques, etc. S'en est suivi. Là, j'ai pris l'exemple de tous les projets de développement de Gigafactory en Europe. Et je vais finir par un point sur la France. Qu'est-ce qui s'est passé en France depuis 2-3 ans? Donc, en 2022, donc, il y a eu la publication du rapport Varin qui a fait des recommandations sur la stratégie à mettre en place pour répondre à cette problématique. Donc, c'est passé par la constitution d'une délégation interministérielle et d'un observatoire des métaux critiques, l'OFREMI, dont l'ADEME, l'IFRI et le BRGM sont partenaires, font partie pour. En fait, c'est un centre d'expertise qui vise à répondre aux besoins des industriels dans leur compréhension des chaînes de valeur et dans l'accompagnement pour sécuriser leurs approvisionnements. Donc ça, c'est une première étape. C'est la connaissance du sous-sol avec la relance d'un inventaire minier en France. C'est la relocalisation d'activités industrielles en France, c'est la diplomatie internationale avec la mise en place de partenariats d'échanges avec d'autres pays, et c'est le travail sur les aspects de standards environnementaux. Donc, j'ai pris l'exemple juste sur la France pour illustrer ce que je viens de dire, de la réindustrialisation des chaînes de valeur en France. Là, j'ai pris l'exemple de la chaîne de valeur des batteries de production pour les véhicules électriques. Donc, on voit en France qu'on a des projets qui arrivent ou qui se mettent en place sur toutes les étapes. Donc, les étapes d'extraction avec les projets de production de lithium avec Imerys dans le centre de la France ou de lithium géothermal en Alsace. Ça va être des projets de transformation avec les Gigafactory ou les produits semi-finis, et aussi des projets de recyclage qui sont construits en lien avec les autres étapes. Donc, dès le début, on réfléchit à comment intégrer toutes les étapes ensemble sur le territoire. Et j'arrive au bout de ma présentation sur une dernière slide, voilà, pour passer la parole à Capucine. Donc oui, on a visiblement besoin de métaux ou de ressources minérales de plus en plus. Maintenant, le vrai point, c'est de réussir à répondre à ces besoins, pas à n'importe quel coût environnemental et social. Voilà. Un peu en retard, je vais directement passer la parole à Capucine sur cette thématique. Voilà, merci beaucoup, Paul Nothomb. Vous avez évoqué les tensions autour des ressources critiques. Cela soulève la question des impacts environnementaux et sociaux de l'extraction. Capucine Nouvelle, comment ces enjeux sont-ils liés aux pratiques d'extraction actuelles et quelles sont les conséquences pour les communautés locales notamment?
Capucine? Je ne vois plus Capucine de mon côté. Alors, Pas de problème d'ordinateur, je me permets de prendre sa place. Un casque ou quelque chose? Non, c'est bon. Non, c'est bon, parfait. Bonjour, je me présente, je m'appelle Capucine Nouvelle, je suis chercheuse en sciences politiques au BRGM et j'aimerais adresser aujourd'hui les raisons pour lesquelles il y a des mobilisations sociales et des débats autour de la relance minière ou des critiques sur des sites existants ou d'anciens sites miniers. Pour passer, on n'a pas la main. La prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, la première chose, c'est comment est-ce qu'on peut observer en tant que chercheur ces manifestations ou ces critiques qui peuvent exister autour de l'industrie minière. Donc, une des manières de le faire, c'est d'observer les pétitions qui existent en Europe. Ça, c'est un des signaux qu'on peut observer. Donc, on peut voir qu'en Europe, depuis 2010, il y a de plus en plus de pétitions qui se forment pour adresser les permis d'exploration ou les activités minières sur site. Il y a eu plus de 30 pétitions qui ont été mises en Espagne suite aux politiques de relance. On peut aussi voir, comme mon collègue en avait parlé, qu'il y a des choix électoraux qui peuvent être très marqués par les discours autour de la relance ou de l'activité minière, que ce soit en Indonésie, aux Philippines, en Bolivie également. Sauf qu'au-delà de ça, il y a certaines régions sur lesquelles il n'y a pas de possibilité de faire des pétitions ou simplement d'exprimer ses préférences par des choix électoraux. Et là, on va observer les manifestations, qu'elles soient passives ou violentes, et également la présence de syndicats, d'ONG ou d'associations. Donc, c'est au travers de tous ces différents éléments que nous, en tant que chercheurs, on va pouvoir regarder sur quoi se mobilise la critique, à quelle échelle et surtout pour quelles raisons. Quand on parle de critiques ou de problématiques soulevées sur l'industrie minière, on parle de quoi? Sur l'aspect social, en fait, on va parler d'enjeux de violation des droits de l'homme, souvent en lien avec des problèmes de pollution très lourds. Je pensais que mon collègue en parlerait, mais pour ceux qui ne connaissent pas l'activité minière, quand on parle d'activité minière, l'exploitation d'un minerai va énormément dépendre de la teneur de la concentration des métaux sur un site. Et si on a une exploitation pour un métal avec une présence de 0,001%, ça implique que le reste va être une matière qui ne va pas être utilisée, qui va être considérée ou comme un déchet ou comme des stériles, où il va falloir trouver où les placer et comment les traiter s'ils sont toxiques. Ça implique énormément de problématiques sur l'usage de l'eau, sur l'usage des territoires, de déforestation, de construction d'infrastructures pour apporter l'énergie aux sites miniers, déplacer ces matières aussi pour les exporter aux centres de raffinage et autres. Et toutes ces activités-là peuvent poser des questions importantes sur les populations riveraines et sur les populations qui avaient des usages du territoire divergents avant l'arrivée de l'industrie minière et pendant. J'aimerais prendre 2 secondes pour vous expliquer la carte en dessous qui s'appelle, qui vient de Global Atlas of Environmental Justice. Ça, c'est une ressource qui comptabilise le nombre de conflits actuellement recensés à l'international en lien avec des activités minières. C'est important de prendre ça en compte parce que autant on peut aller voir le nombre d'allégations par pays, les pétitions qui sont données par certains gouvernements, autant ça c'est une plateforme qui nous permet de voir au niveau international combien il y a de conflits qui sont en cours et les raisons. La plupart j'ai pas les chiffres de moi, j'ai laissé à mon bureau, mais de souvenir, 28% de ces conflits recensés sont en lien avec l'industrie minière. Tous les conflits qui sont présents sur cette base de données sont en lien avec des enjeux environnementaux. Et c'est important de savoir que voilà, 28% mettent en cause les activités de l'industrie minière. On parle aussi de délocalisation et d'expropriation. Donc ça, c'est important de prendre en compte du non-respect du droit du travail, d'impact sur la santé et, comme je disais, de conflits d'usage. La prochaine slide, s'il vous plaît.
Il y a aussi un facteur géographique important, comme l'expliquait mon collègue, la présence des gisements, elle dépend de conditions géologiques précises. Et le fait est qu'actuellement, la localisation des gisements est en majeure partie exploitée sur des territoires autochtones ou de Premières Nations. Et c'est corrélé avec le fait que c'est des zones à haut stress hydrique. Il y a le cadre gouvernemental aussi qui va influencer grandement la manière dont ces industries opèrent sur les territoires. Et dans les endroits où il y a le plus de conflits recensés, en général, il y a un passif extractiviste qui est relativement violent, avec un héritage historique qui met en cause la manière dont la gouvernance est appliquée sur ces industries. Je veux bien la prochaine slide, s'il vous plaît, comme ça je vous montre un petit peu en image. Voilà, donc sur ce graphique, il y a des études qui ont été produites par l'ONU, où on a essayé de recenser pour voir en fait les populations qui se considèrent victimes des effets négatifs de l'industrie minière, lesquelles sont-elles et où est-ce qu'elles se situent. Et vous voyez en jaune, c'est les populations qui s'identifient comme autochtones ou Premières Nations. Et elles sont largement majoritaires. Elles représentent que 6% de la population mondiale, mais pour ce qui est des conflits socio-environnementaux, elles représentent plus de 36% des cas. Donc ça, c'est quelque chose qui est observé dans le cadre de la recherche en sciences politiques sur ces thématiques-là. La deuxième population, ce sont les populations peasant agricoles qui ont des conflits d'usage sur les territoires pour l'usage de l'eau et les enjeux de pollution potentiels sur les sols et à proximité, ainsi que l'accès à l'énergie, car une activité minière en général est extrêmement énergivore. Et forcément, ça implique que quand c'est dans des coins qui sont déconnectés des réseaux ou relativement isolés, l'approvisionnement en énergie pour l'industrie minière peut venir poser des questions sur les usages des riverains ou des populations qui en ont besoin pour d'autres usages. La prochaine slide, s'il vous plaît. En corrélation, la localisation, par exemple, des mines de lithium, qui a consomme énormément d'eau, et principalement dans des régions où il y a des hauts stress hydriques. Vous voyez en rouge, ce sont les endroits où il y a des stress hydriques qui sont extrêmement élevés, à plus de 80%. Et, lithium et copper. Oui, en jaune, vous avez, en bleu, vous avez la présence de mines de cuivre qui sont principalement dans des régions où il y a des hauts stress hydriques. Et c'est la même chose pour le lithium. Donc, en fait, il faut comprendre que c'est une espèce de millefeuille de complexité sur les raisons de pourquoi est-ce qu'on va dans une région plutôt qu'une autre. Et les problèmes que ça va amener ne sont pas toujours pris en compte dans les budgets qui sont alloués et les subventions pour absorber toutes les conséquences négatives qui vont être perçues par les populations riveraines et les populations qui ne sont pas concernées directement par l'activité minière au niveau de l'emploi ou au niveau de la justification de l'usage, mais ils sont présents quand même. Je veux bien la prochaine slide, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on peut prendre plus d'informations pour mettre en perspective, nous, en Europe, pour prendre ces différents impacts sociaux et environnementaux jumelés? Il y a des centres qui font de la recherche spécialement là-dessus. Ceci est le rapport de transition qui a essayé de mettre en image les endroits avec le plus de risques environnementaux et sociaux. Les impacts sur les droits de l'homme et la cause de conflit, donc entre les populations locales et les compagnies minières ou les gouvernements. Les enjeux de financement de groupes armés, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu le terme de minerais de conflit. Donc ça, c'est des régulations qui sont portées sur les minerais, principalement en RDC, République démocratique du Congo, où l'extraction de ces minerais pourrait participer au financement de groupes armés et participer à la perturbation de la gouvernance dans la région. Donc, il y a des lois et des réglementations qui sont construites spécialement pour adresser ces enjeux sociaux. Il y a aussi des marqueurs de corruption, d'évasion fiscale qui peuvent être recensés et qui vont se rajouter au risque. Le non-respect des droits des travailleurs et, comme je disais plus tôt, le conflit d'usage de territoire.
Et finalement, bien sûr, extrêmement important, les risques d'impact environnementaux, donc les pays dans lesquels les réglementations de protection de la biodiversité ou de prise en compte de ces stress hydriques ne sont pas explicites dans la régulation. Et donc, il y aurait de grands risques d'impact environnementaux dans ces régions-là. Donc ça, c'est une des ressources où pour voir dans le détail, dépendamment de vos chaînes de valeur, dépendamment des métaux qui vous concernent, vous pouvez aller trouver de l'information sur ces aspects-là. Je veux bien la prochaine slide, s'il vous plaît. Ah oui, ça c'était pour vous montrer dans le détail. Donc ça, comme exemple, dépendamment de la substance, donc le minerai extrait, on va prendre par exemple l'aluminium. Dans la région du Brésil, on est sur quelque chose d'extrêmement élevé au niveau des risques d'impact socio-économique et politique. Donc ça, c'est une grille de lecture qui peut vous accompagner pour la compréhension de ces thématiques. Je veux bien la prochaine slide, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on adresse tout ça aussi, étant donné que beaucoup de ces impacts dépendent du cadre réglementaire de pays qui sont externes à l'Europe? La première chose, c'est de comprendre sa chaîne de valeur, sa chaîne d'approvisionnement, et que en prenant connaissance de ces chaînes d'approvisionnement, on applique le devoir de diligence. Donc ça, c'est aussi important parce que la Commission de l'Union européenne va rendre obligatoire le devoir de diligence et le devoir de connaissance de sa chaîne de valeur. Et il faudra identifier les risques présents dans ces chaînes d'approvisionnement et les mettre en évidence. La prochaine slide, s'il vous plaît. Pour accompagner cette compréhension des chaînes de valeur, on voit émerger un petit peu de toutes parts des formes de normes, de labels, de standards très différents. Il y en a au niveau de l'Union européenne. Il y a la normalisation qui est en train de se mettre en place au travers de l'ISO. Mais il y a aussi des entités mixtes entre des pays et des banques, des pays et des mines, ou des standards et des labels qui sont proposés par des collectifs de mines eux-mêmes. Certains ont peut-être déjà entendu parler d'eux. Oui. Bah, vous pouvez passer à la prochaine, c'est très bien. Pour essayer d'y voir plus clair, parce qu'il y en a énormément avec différents cadres réglementaires et quand on est nouveau sur ces thématiques, on peut essayer d'aller se faire une idée par rapport à des études qui proposent de les comparer entre elles pour essayer de comprendre quels sont les objectifs desservis par chacune de ces normes, standards, labels, quel est le cadre réglementaire et ce que ça implique. Une étude du BGR a permis de faire ça sur une dizaine de ces standards. Et à titre d'exemple, pour se renseigner, par exemple, est-ce que la qualité de vie des travailleurs dans les mines concernées par ces labels est effectivement observée et auditée? On peut voir que sur la plupart de ces standards, ce n'est pas le cas, à part pour IRMA, TSM et CERA 4in1. Donc ça, c'est une autre manière d'avoir une grille de lecture sur ces indicateurs sociaux. Ce n'est pas les seuls, il y a des comparaisons qui peuvent arriver de plusieurs centres de recherche. Liebwöstchen, j'en ai fait une également dans un système de notation. Donc, ça peut être une ressource également. Je veux bien la prochaine slide. Et c'est fini, donc il doit en manquer. Mais pour finir, ce qui est important, c'est que le coût environnemental et social est extrêmement élevé. Il est recensé par beaucoup d'organismes. Il est voué à augmenter dépendamment de la relance minière dans certaines régions ou dans l'accélération dans des régions qui sont déjà minières. La manière dont ça peut se manifester, c'est effectivement de la pétition à des mobilisations violentes et les manières de se responsabiliser, c'est de comprendre sa chaîne de valeur en premier lieu et dans l'attente de cadres réglementaires stricts, de passer par des standards et des labels. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Capucine Nouvelle pour ces informations. On voit bien que les impacts de l'extraction sont juste indéniables. Cela nous amène à réfléchir à des alternatives. Et je passe la parole à Thibaut Michel. Pouvez-vous nous parler un peu des solutions de recyclage pour les métaux critiques et comment ces solutions peuvent contribuer à atténuer ces impacts environnementaux et sociaux, justement? Oui, merci Hassan et merci à la T2E pour l'invitation. Donc, je vais essayer de vous dresser un panorama un peu de ce qui se fait en matière de recyclage aujourd'hui, notamment en Europe. Je vais juste vous dire slide suivant, je pense, pour les au fur et à mesure, parce qu'il y en a un certain nombre, donc je pense que c'est plus simple si on fait comme ça. Donc,
On va commencer avec un élément assez simple qui est que le gros avantage des métaux critiques, c'est qu'ils sont en théorie recyclables à l'infini, donc ce qui est extrêmement pratique. Néanmoins, ils ont donc un rôle à jouer, enfin le recyclage a un vrai rôle à jouer sur les besoins à venir de la transition énergétique qu'on a mentionné. Néanmoins, c'est avant tout un rôle complémentaire à la production minière, comme ça a été rappelé par Paul. C'est-à-dire que là, je vous ai mis quelques estimations à gauche faites par l'Agence internationale de l'énergie. Vous voyez qu'il y a un vrai rôle à jouer, notamment pour le cuivre ou le cobalt. Néanmoins, on reste sur des besoins qui vont continuer d'augmenter et sur des besoins liés à la production primaire. Donc, on va parler de production primaire pour tout ce qui est issu de la mine et de production secondaire pour tout ce qui vient du recyclage, de la réutilisation. Vous voyez que la production primaire, elle va rester essentielle dans les années à venir et qu'on ne pourra pas remplir les besoins d'une transition, de la transition souhaitée si... non, je vais bien rester sur celle d'avant, s'il vous plaît. Pardon. Donc, on ne pourra pas rester sur atteindre les objectifs fixés si on ne développe pas cette production minière en parallèle. Et un élément intéressant aussi à regarder, je vais encore la slide avant, s'il vous plaît. Je vous dirai pour la passer, pas de problème. Donc, quelque chose qui est à considérer aussi, c'est que vous voyez sur la droite il peut y avoir une inéquation entre les métaux à recycler et les métaux critiques. Je prends là, c'est l'exemple des déchets électroniques. Vous avez plus de 3/4 de ces déchets qui sont faits de fer. Le fer n'est pas un métal critique, mais ça constitue des volumes de matière extrêmement importants à recycler. C'est le cas aussi du zinc ou du plomb, par exemple. Donc voilà, c'est une question, celle du recyclage des métaux, puisqu'on recycle évidemment pour réduire nos dépendances, mais aussi pour réduire notre empreinte carbone. Donc la réduction de l'empreinte carbone, c'est quelque chose qui se fait aussi en s'intéressant à l'ensemble des volumes de métaux qu'on a, pas uniquement aux métaux critiques. Donc on peut passer à la suivante, je vous remercie, qui revient sur les taux de recyclage qui existent pour les 34 substances. Je viens à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc ça vous présente un peu ça vous présente un peu les taux de recyclage en 2023 pour les 34 substances qui ont été identifiées par l'Union européenne et sur lesquelles on revient. Est-ce que vous arrivez à la passer, la suivante? Bref. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, ces taux de recyclage restent assez faibles. Donc, il y a des objectifs qui ont été fixés dans le cadre du CRM Act, mais les taux restent à l'heure actuelle pour le recyclage restent assez faibles. Voilà. Donc, le seul taux qui dépasse les 50%, c'est celui du cuivre en 2023. Vous voyez que pour des métaux un peu on va dire classiques comme le cuivre, l'aluminium, les taux sont relativement peuvent approcher les 30%, mais autrement pour des métaux un peu nouveaux et notamment pour une grande partie des substances listées ici, donc on parle bien des 34 substances, il y a une petite erreur dans le titre, on est plutôt sur des taux relativement bas. Donc l'idée c'est de porter cette moyenne de taux à environ 25% pour respecter les objectifs du CRM Act en 2030. Et au niveau de la slide suivante, justement, je vais commencer d'abord par revenir un peu pour l'Europe sur 3 métaux importants que sont l'acier, le cuivre et l'aluminium, en vous expliquant un peu où on en est aujourd'hui. Donc on voit qu'on est, ça va dépendre de chaque métal, mais on est relativement bas à l'heure actuelle. Est-ce que je peux avoir ou en tout cas il y a du potentiel d'amélioration. Est-ce que je peux avoir la slide suivante, s'il vous plaît? De ce dont je m'en souviens, pardon, c'est juste pour vous illustrer, voilà, on est sur l'exemple des canettes en aluminium, juste pour vous illustrer qu'il y a aussi une hétérogénéité importante à l'heure actuelle entre les canettes sur certains domaines. Alors pour l'aluminium et les canettes, ça tient en particulier à l'implantation d'un système de consigne que nous n'avons, nous, malheureusement pas en France, par exemple, ce qui explique le taux un peu bas en la matière. Mais vous voyez qu'on peut avoir une forte hétérogénéité au niveau des différents pays européens. Et en s'intéressant au cas un peu plus spécifique de la France au niveau de la slide d'après, on va voir que aujourd'hui, la France comparée à ses voisins reste relativement en retrait, que ce soit pour l'acier, le cuivre, l'aluminium.
puisqu'aujourd'hui, la France est un exportateur et le premier. Donc, il y a une comparaison entre, on fait une comparaison entre l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne et la Belgique. La France aujourd'hui, parmi ces pays-là, est le premier exportateur de matières premières de recyclage pour l'acier et le cuivre. C'est-à-dire que pour l'acier et l'aluminium, pardon. C'est-à-dire que ces matières quittent le territoire français pour être recyclées ailleurs. Elles sont disponibles et elles s'en vont. Voilà. Si vous arrivez à la passer, c'est parfait. Sinon, je vais essayer de faire sans. Pour ce qui est du cuivre, c'est la même situation, c'est-à-dire que et c'est même pire puisque la France est le seul exportateur net de cuivre, de matières premières de recyclage de cuivre en 2021. Donc, c'est-à-dire que les matières premières recyclables de cuivre quittent le territoire français, pas l'ensemble, on en recycle, mais une partie le quitte et voilà. Et pour ce qui est de, là vous voyez sur la droite, on a une comparaison donc, pour acier, aluminium, cuivre avec à chaque fois, vous avez en rouge la partie consommation, en bleu ce qui va être collecté. Donc c'est sur la consommation constitue la base 100 et ensuite vous voyez un peu ce qu'on collecte, donc avec des taux un peu différents pour acier, aluminium, cuivre. Et surtout vous voyez qu'en termes d'incorporation, donc de prise de ces métaux pour les réimplanter dans de nouveaux produits semi-finis, il y a encore des progrès à faire importants. Voilà. Je vais passer sur la slide suivante pour vous présenter quelques enjeux autour du recyclage. Avec tout d'abord, on a des aspects réglementaires qui vont être importants, celui notamment du CRM Act dont on a parlé, qui a été adopté cette année en début d'année, voilà, qui vise à avoir une capacité de recyclage intra-européenne pour les substances critiques qui ont été listées de 25% à horizon 2030, donc d'avoir une réutilisation de 25% de matières recyclées dans les nouveaux produits qui contiennent ces métaux critiques. Il va être aussi important donc, de traduire ce texte en actes, notamment ces articles 11 qui portent sur la réduction des délais de permis pour les projets stratégiques et l'article 26 sur développer vraiment à l'échelle des différents États membres des plans nationaux de circularité pour les métaux. Sur les grandes problématiques, je passe rapidement, mais le vrai enjeu aujourd'hui, c'est que les technologies de recyclage qu'on a en France ne permettent pas forcément d'incorporer suffisamment de matières premières de recyclage dans des nouveaux produits. C'est aussi lié à des exigences techniques et réglementaires, c'est-à-dire que pour certains produits finis, on va avoir besoin d'un niveau de pureté qui n'est pas forcément possible d'amener via des matières premières de recyclage. Donc, il faut aussi développer l'innovation de ce côté-là, parvenir à ce qu'on ait une meilleure incorporation. Et le problème, c'est aussi parfois une question de rentabilité, c'est qu'il est parfois pas suffisamment rentable aujourd'hui de recycler pour refaire des produits finis plutôt que d'acheter un autre produit semi-fini. Et un vrai souci aujourd'hui qui est présent, c'est celui des exportations légales et illégales de déchets métalliques qui quittent soit la France vers d'autres pays européens, soit l'Europe tout simplement vers d'autres continents. C'est quelque chose qu'on va voir en slide d'après, où vous allez voir que par exemple c'est le cas de l'aluminium. Aujourd'hui, que ce soit pour la plupart des pays occidentaux entre guillemets, exportent beaucoup de matières premières de recyclage d'aluminium, de déchets d'aluminium vers l'Asie principalement. Vous voyez sur la gauche, on va avoir les principaux exportateurs, les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, le Royaume-Uni, qui exportent en grande partie vers des pays comme la Thaïlande, la Malaisie, la Corée, la Chine ou l'Inde, qui importent vraiment une grande partie de ces matières premières de recyclage, ce qui est entre guillemets dommage puisque on a une matière qui est disponible chez nous et on va la faire recycler ailleurs, parfois pour réimporter des produits semi-finis qui ont été recyclés ailleurs à partir de l'aluminium qu'on avait consommé nous-mêmes. L'idée, c'est quand même de le recycler plutôt nous-mêmes pour refabriquer des produits semi-finis et alimenter notre propre industrie de l'aluminium. Donc après ce cas sur les métaux, en slide d'après, je vais revenir plutôt sur le cas des batteries maintenant. Donc, juste pour refaire un rappel rapide, je ne sais pas si tout le monde est familier avec vraiment le fonctionnement d'une batterie de base. Donc, une batterie, on a deux électrodes, une cathode et une anode. La fourniture d'énergie repose en phase de décharge sur le passage d'ion lithium entre l'anode et la cathode
ce qui induit un courant électrique, un courant d'électrons dans un circuit électrique qui va permettre d'alimenter une voiture, un téléphone, un certain nombre de choses. Et là où ça va nous intéresser, c'est que ces électrodes sont constituées de métaux critiques. On va voir lesquels. Enfin, c'est quelque chose sur lequel Marie est revenue en partie tout à l'heure. Et voilà, on voit que en se basant, par exemple, sur les ventes de véhicules électriques, on peut estimer le stock métallique qui est accumulé en Europe à l'heure actuelle, avec en particulier donc, du lithium, du nickel, du cobalt, du cuivre ou du graphite, par exemple, qui sont des matériaux importants à recycler. Donc, puisque si on souhaite poursuivre notre transition énergétique, on va avoir besoin de davantage de véhicules électriques. Donc, il est intéressant de pouvoir recycler les batteries pour réutiliser ces métaux. Et on va voir que c'est pas forcément quelque chose d'évident ou de simple. Ça demande aussi un certain nombre de process technologiques à maîtriser et à développer. Je vais passer à la slide d'après, merci. Donc, un petit rappel aussi, quelques éléments sur le fait qu'on parle de batterie électrique, mais il y a une diversité énorme de batteries, et surtout de chimie de batterie. C'est notamment la chimie de la cathode, donc l'électrode positive, qui va beaucoup varier, qui va contenir, donc on a l'habitude de dire qu'une batterie, c'est du lithium, du nickel, du cobalt, mais chaque métal va avoir un rôle différent. Donc le lithium, je vous l'expliquais, le rôle, c'est principalement de passer d'une électrode à l'autre pour induire le courant. Le nickel, le cobalt, ils vont vraiment être des éléments constitutifs, le manganèse aussi, généralement de la cathode, c'est-à-dire l'électrode positive, pour permettre de conserver le lithium dans cette électrode en attendant son passage. Et ça, c'est le cas d'un certain nombre de batteries qu'on avait jusqu'à présent, donc qu'on appelle les batteries NMC, pour nickel, manganèse, cobalt. Et ensuite, le petit chiffre que vous avez à droite, c'est tout simplement la proportion que vous avez dedans. Par exemple, une NMC 811 avec 80% de nickel, 10% de cobalt, 10% de manganèse. Dans l'ordre inverse, mais vous avez compris. Et petit piège, le NMC 111, c'est 30% de chaque. Voilà, ces technologies NMC, on en avait beaucoup jusqu'à présent, et ces dernières années, on a vu l'émergence d'une technologie qui s'appelle le LFP, qui ne contient pas de nickel, de manganèse et de cobalt dans sa cathode, mais plutôt du lithium, du fer et du phosphate. Le problème du lithium, du fer et du phosphate, c'est que, alors c'est moins cher à la production, c'est aussi moins cher et moins intéressant économiquement à recycler. Donc on a un vrai problème aujourd'hui au niveau de ces batteries-là, savoir comment est-ce qu'on va, qui ont une part de marché qui grandit un peu en Europe, mais surtout par exemple en Chine, on en a beaucoup, donc qui est de savoir comment est-ce qu'on va les recycler à terme, puisque il est plus difficile de trouver un business model rentable pour ces batteries, puisque les matériaux sont moins chers. Et le business model du recyclage aujourd'hui de la batterie, c'est principalement les matériaux de cathode qu'on va recycler pour les revendre. Donc, voilà, comment est-ce qu'on va faire ? En slide suivante, je vais revenir un peu sur les étapes du recyclage. Donc, au départ, on va tout simplement collecter les batteries et les désactiver, c'est-à-dire vider l'énergie qu'elles contiennent pour travailler dans des conditions sûres. Ensuite, on va avoir une phase de ce qu'on appelle le pré-traitement, c'est-à-dire que la batterie est désassemblée et on va broyer les matériaux intéressants, à savoir principalement les matériaux de cathode et d'anode, ce qui va donner lieu à une poudre noire qu'on appelle la black mass, donc pour poudre noire tout simplement en anglais. Et cette poudre, on va ensuite chercher à la raffiner. On la raffine de quelle manière ? Il y a 3 procédés possibles. Donc soit ce qu'on appelle la pyrométallurgie, c'est-à-dire qu'on va faire chauffer la poudre pour obtenir un alliage métallique qui va contenir principalement donc, les métaux qui sont les plus intéressants à recycler parce qu'ils ont un cours relativement haut, enfin, en comparaison des autres, c'est-à-dire principalement le nickel, le cobalt et le lithium. Soit une technique d'hydrométallurgie, on va travailler sur des réactions chimiques pour isoler les métaux, ou enfin une technique un peu nouvelle et prometteuse mais encore expérimentale qu'on appelle le recyclage direct, qui vise cette fois à récupérer directement les matériaux des électrodes pour refaire une nouvelle batterie. Donc toutes ces méthodes conduisent à une purification derrière pour avoir des matériaux qui vont pouvoir être réutilisables soit en ce qu'on va appeler en boucle ouverte, c'est-à-dire pour d'autres utilisations comme la métallurgie, ainsi de suite. On reprend notre nickel, on en fait du métal, notre nickel de batterie, on en fait du métal pour l'industrie métallurgique, avec par exemple le cas des aciers inoxydables dont parlait Paul.
soit on fabrique des matériaux préactifs et actifs de cathode pour de nouvelles batteries en boucle fermée. Voilà. Une boucle ouverte, ça sert à d'autres utilisations. Une boucle fermée, ça sert à refaire le même produit fini qu'on avait à l'origine. Donc, on va pouvoir passer en slide suivante. Merci. Tout ça pour dire que aujourd'hui, les capacités de recyclage ne sont pas, pour les batteries, ne sont pas réparties uniformément à l'échelle du globe. On a une très grande partie de ces capacités, que ce soit pour le pré-traitement ou le post-traitement, avec les différentes techniques que je vous mentionnais de raffinage de black mass, qui sont établies en Asie, notamment en Chine, mais aussi en Corée du Sud. Et vous voyez que pour l'Europe et l'Amérique du Nord, on est un peu plus en retard, notamment concernant le post-traitement, qui est la partie la plus économiquement intéressante et la plus demandeuse en investissement. On voit qu'aujourd'hui, on est loin sur le post-traitement, ce qui fait que généralement, la black mass qui est produite en Europe est exportée vers l'Asie, comme c'était le cas des déchets d'aluminium. Donc, il y a quelque chose sur lequel il faut aussi qu'on travaille pour parvenir à retenir davantage cette black mass chez nous et à la transformer chez nous. On va pouvoir passer à la slide suivante également. Voilà, pour aller un peu plus en avant, quelques aspects aussi. Donc, l'importance là aussi de traduire les objectifs du CRM Act qui portent en partie sur les métaux de batterie pour le recyclage en Act. On a un règlement batterie aussi, mais qui présente une problématique majeure qui est qu'il oblige à incorporer des matières premières recyclées dans les nouvelles batteries, mais pas à ce que ces matériaux recyclés aient été recyclés en Europe. C'est-à-dire qu'ils peuvent être recyclés ailleurs, faire de nouvelles batteries. Donc voilà, c'est pour développer notre propre capacité de recyclage, ça va peut-être poser des problèmes. Un flou aussi juridique autour du commerce transfrontalier des déchets de batterie et de la black mass en elle-même, puisque aujourd'hui les flux de déchets sont réglementés, mais tout dépend de si vous considérez votre déchet comme un déchet ou comme un produit. Voilà, vous pouvez l'appeler un peu aujourd'hui de la manière dont vous voulez, et c'est tout le problème, c'est que un pays qui considère un déchet de batterie comme un déchet, cela suppose de respecter un certain nombre de règles. Un pays peut très bien dire aussi, moi je considère que c'est un produit de recyclage, donc il échappe à un certain nombre de règles, notamment la Convention de Bâle sur les commerces transfrontaliers de déchets. Mieux encadrer aussi le stockage et l'utilisation des déchets de batterie parce qu'on a des accidents récents, notamment aux États-Unis par exemple, sur des explosions de sites de recyclage de batteries, parce que ça reste des matériaux dangereux. Enfin, parvenir à créer un business model en Europe avec la création d'une chaîne de valeur complète, puisqu'il faut s'assurer, le tout n'est pas de construire des sites de recyclage, il faut aussi s'assurer qu'on va avoir des véhicules et des batteries qui arrivent en amont, des déchets aussi de sites de production de batteries, et en aval, que les matières premières recyclées vont être rachetées par les fabricants de batteries et ne vont pas se voir damer le pion par des matériaux de batterie qui arrivent d'ailleurs. Savoir aussi donc voilà comment on va faire pour recycler les cathodes de batterie LFP, les autres matériaux de la batterie aussi, puisqu'il n'y a pas qu'une cathode dans une batterie, il y a une anode, il y a une électrolyte, il y a un séparateur. Donc comment est-ce qu'on fait pour recycler tout ça qui n'est pas forcément intéressant économiquement à recycler, et parvenir à assurer ce dont je vous parlais, un équilibre entre pré-traitement et post-traitement. Pour finir, juste quelques mots. Donc on organise, si ces questions vous intéressent, un webinaire autour de l'économie circulaire le 3 décembre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et enfin, on a une petite erreur, mais du coup notre publication qui va sortir sur le recyclage des batteries ne sera pas publiée aujourd'hui, mais en début de semaine prochaine. Mais voilà, si ce sujet vous intéresse, il y aura quelque chose là-dessus sur notre site prochainement. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Thibaut Michel pour cette présentation détaillée. Je vous propose maintenant de prendre quelques questions dans l'Assemblée. Agnès, des questions ressortent un peu? Oui, effectivement, il y a quelques questions qui ont été posées. Je pense qu'elles s'adressent plus particulièrement à Paul, mais bon, les autres intervenants pourront également répondre s'ils le souhaitent pour compléter. Alors, il y a une question notamment sur, je pense que Paul y a répondu en partie, mais bon, il va peut-être compléter sur l'existence en fait de réserves minières. Est-ce qu'on a fait le tour en fait d'une cartographie de l'ensemble des réserves minières en Europe, plus particulièrement
en France, et si c'était le cas, en fait, quels métaux nous avons, nous, sur notre continent et plus particulièrement en France. Donc je vais plutôt parler de la France que de l'Europe. On a eu un inventaire minier de ressources minérales qui a été réalisé dans les années 80. Globalement, qui s'est terminé dans les années 80, au début des années 90. Et depuis, il n'y a plus vraiment de recherche, d'exploration sur le territoire français. Je parle de France métropole. Il y a encore la Guyane et la Nouvelle-Calédonie qui sont un peu à part, mais sur la France métropolitaine, ça date des années 80. Donc, il y a 30 ans, on a fait de la recherche, d'exploration géologique avec des technologies d'il y a 30 ans et on recherchait les métaux qu'on utilisait il y a 30 ans. Donc, évidemment, on n'a pas pu répertorier tout ce qui pourrait exister sur le territoire français. Et donc, c'est aussi un des enjeux aujourd'hui, c'est de se dire, OK, il y a 30 ans, on ne cherchait pas lithium. Peut-être qu'avec les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui et notre intérêt pour lithium, il y a peut-être du lithium sur le territoire français, donc ça pourrait valoir le coup de rechercher. Donc les substances qui vont être recherchées en France, c'est les substances, en priorité, je dirais les substances critiques. Et aussi, on regarde aussi en France dans le sous-sol. Donc là, c'est pour faire une aparté aux ressources minérales. On a aussi tous les aspects géothermie. Et ressources souterraines en eau qui sont liées à la connaissance du sol et du sous-sol. D'accord. Et au niveau donc des métaux, cette cartographie, donc aujourd'hui, effectivement, elle mériterait, on comprend bien, d'être remise à jour. Est-ce que vous pouvez citer les métaux qui sont finalement sous nos pieds en France? On connaît des gisements de tungstène, on connaît des gisements de lithium. Alors, on n'a évidemment pas. Donc, il y a des contraintes géologiques. Hein, on n'a pas toutes les substances sur le territoire. Je pense pas qu'on ait beaucoup de nickel, mais voilà. On a de la bauxite, on a de l'antimoine, on a du plomb. Qu'est-ce que j'ai d'autre en tête? Du tungstène. Ouais. De celles qui sont. On a déjà des gisements qui sont connus depuis les années 80. Ok. D'accord. Alors, une seconde question qui est un peu en lien avec celle-ci, c'est est-ce que franchement, c'est réaliste de pouvoir penser qu'en France, on pourrait tout simplement créer des mines par rapport en fait au NIMBY, alors not in my backyard, donc pas dans mon jardin. Est-ce que par rapport à cette problématique-là d'acceptabilité en fait sociétale, vous pensez que ce serait possible aujourd'hui? Je laisse Capucine répondre. La première chose que je vais mettre en évidence, c'est que le not in my backyard, pas dans mon jardin, c'est une des raisons qui est les plus médiatisées d'opposition. C'est rarement la seule. On a observé dans le champ académique les raisons, les freins qui peuvent être en lien avec la relance minière. Elle est multifactorielle. Elle va être sur les enjeux de gouvernance. Donc, est-ce qu'il y a des consultations publiques qui sont reçues et considérées comme démocratiques et suffisantes pour les populations qui sont concernées? Est-ce que ces consultations publiques amènent les réponses pour les différentes institutions qui sont concernées, encore une fois, pour l'installation de ces infrastructures sur le territoire? Une autre raison, c'est la justification des besoins. Donc, dans le discours, chacun, dans ce moment de sa présentation, a justifié le fait que ça allait augmenter, on allait avoir besoin pour transition énergétique ou digitale ou militaire parfois. Et ces questions-là, il n'y a pas encore de consensus au niveau politique, même parfois, qui justifie la raison de cette relance. Donc, c'est multifactoriel, c'est vraiment pas que dépendant du riverain et des désaccords qui peuvent être exprimés sur ce côté not in my backyard. Et ensuite, le côté réaliste, ça a aussi des implications sur les investissements. Il y a un coût financier qui est très lourd avec cette relance, et ça, c'est tout un chantier, entre guillemets, de justifier, OK, comment est-ce que ça va être mis en place, avec quel financement, s'il y a des participations publiques, oui ou non, est-ce qu'on internalise ou pas le coût environnemental et social de ces activités. Donc, si jamais tu veux rajouter un mot là-dessus, mais c'est juste pour dire que c'est vraiment plus compliqué que ça, mais c'est vrai que quand on médiatise les raisons d'opposition, les problématiques de la relance minière en France, on se concentre beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment pas suffisant pour répondre à cette question. Ok, merci Capucine.
Ensuite, il y a 2 autres questions. Je vais les poser en même temps parce qu'elles sont un petit peu similaires, sauf une qui est un petit peu monotechnologie, j'ai envie de dire. En gros, la question, c'est de se dire, en fait, donc, on a vu qu'on était sur une croissance. Et donc, on aurait de toute façon, malgré tout, toujours besoin, en fait, de technologie. Donc, toujours plus de technologie, toujours plus de métaux à extraire. Même si on a vu qu'effectivement, il n'y avait pas qu'une seule possibilité d'y arriver, à savoir que extraire ou que recycler ou que sobriété, mais que c'était bien l'association de tous ces éléments-là qui permettrait à un moment donné, effectivement, d'arriver à ce que l'on peut fabriquer, en fait. Mais malgré tout, la question est posée de savoir si cet emballement technologique ne va pas conduire au fait que nous ne pourrons pas, malgré tout, proposer l'ensemble des matériaux nécessaires justement à cette transformation. C'est peut-être un peu, voilà, un peu difficile pour vous de répondre parce que vous n'avez pas forcément l'ensemble des éléments pour savoir quelles sont les quantités en fait nécessaires aujourd'hui au niveau peut-être mondial ou français pour arriver à cette transformation versus les quantités qui pourraient être économisées par de la sobriété, les quantités d'extraction futures et les quantités qui seraient issues du recyclage, voire encore plus d'interrogations sur les nouvelles technologies qui permettraient justement de s'affranchir de certains métaux. Voilà. C'est un peu ce que j'essayais d'introduire avec les méthodes d'évaluation, donc pour estimer les besoins en matière. Il y a plusieurs méthodes donc qui peuvent être soit vraiment concentrées sur les énergies renouvelables, mais il existe également des méthodes pour voir l'empreinte matière d'un pays. Donc c'est aussi ce qu'on développe à l'ADEME et en effet c'est très compliqué. Après, ce qu'on voit avec l'exercice qu'on a réalisé avec les scénarios de transition de l'ADEME, où il y a des scénarios plus sobres que d'autres, il y a l'empreinte matière qui a été calculée sur chacun de ces scénarios et on voit bien en effet des différences énormes de consommation de matière pour chacun de ces scénarios. Il y a aussi l'ONU qui a des recommandations sur des quantités de ressources qui sont à consommer annuellement par habitant de la planète. Donc, on essaye d'évaluer ces différentes quantités. C'est pas simple. Aujourd'hui, il y a les limites planétaires aussi qui nous donnent des enjeux. En effet, la sobriété reste quand même le message principal à faire passer. La recherche, du financement de la recherche pour ces différentes évaluations et de l'innovation dans les technologies également. Merci Marie. Je me permets peut-être juste d'ajouter aussi sur cette question qu'au final, chaque marché des métaux est unique. Alors même s'il y a souvent la Chine dans l'équation, mais au final, on a des marchés qui sont différents avec des producteurs, des transformateurs, des consommateurs et des technologies différentes qui font que chaque marché a ses propres risques, ses propres tensions qui sont pas forcément les mêmes qu'hier et qui seront pas forcément celles de demain. Voilà ce que je voulais ajouter sur la nuance. Il y a une vision technologie, mais il y a aussi une vision marché des métaux. Très bien, merci Paul pour ces précisions. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question avant de conclure? Il est midi moins 5, on voudrait clôturer avant midi. Peut-être que celle-là, elle est peut-être un peu plus simple dans le sens où voilà, la même question a été posée, mais par rapport aux véhicules électriques, puisqu'aujourd'hui, il y a un objectif effectivement de transfert donc, des véhicules thermiques vers de l'électrique. Au vu voilà, de cette problématique liée aux métaux, est-ce que c'est réaliste aujourd'hui que de se dire qu'à terme, l'ensemble en fait, des véhicules pourront passer sur de l'électrique? Je ne sais pas si l'ADEME a peut-être une réponse à cette question, mais… Alors, si la question c'est est-ce que c'est réaliste de passer tous à l'électrique, j'aurais tendance à dire oui. Après, il y a une nécessité
de gagner en souveraineté sur la fabrication et le recyclage des batteries. Il y a aussi des nouveaux modèles économiques qui se développent où parfois il y a la propriété de la batterie qui n'est pas au consommateur. Donc voilà, oui, il est envisageable d'avoir 100% de véhicules électriques. Je parle bien sûr de véhicules particuliers, pas de mobilité lourde. Oui, de toute façon, c'était pas précisé, donc voilà, on va considérer que vous avez répondu à la question. Merci. Mais écoutez, merci à tous les intervenants pour leur contribution précieuse aujourd'hui. On a vu ensemble comment les métaux critiques jouent un rôle fondamental dans la transition énergétique en tant que composant essentiel des technologies renouvelables. Toutefois, cette dépendance soulève des questions géopolitiques majeures, notamment en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement, dans un contexte de tension internationale, comme l'a souligné Paul. De plus, des enjeux environnementaux et sociaux liés à l'extraction de ces ressources sont préoccupants, tant pour les écosystèmes que pour les communautés locales. Nous l'a suffisamment souligné Capucine. Et enfin, nous avons discuté des voies prometteuses vers un modèle plus durable, notamment grâce aux innovations, au recyclage et à l'économie circulaire, qui peuvent évidemment réduire notre dépendance à l'extraction primaire. En conclusion, j'ai envie de dire, il est clair que la transition énergétique ne peut être pleinement réalisée sans une approche sobre, responsable et puis intégrée finalement de la gestion de ces métaux critiques. Je remercie encore une fois tous les intervenants et les participants pour cet échange enrichissant. Nous vous encourageons évidemment à continuer cette réflexion essentielle dans vos domaines respectifs et puis nous vous disons à bientôt.